Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche avec ceux qui vont chercher toujours plus loin. Son univers artistique est un kaléidoscope d'expression, allant du théâtre au cinéma, de l'écriture à la mise en scène. Michael Cohen est en ce moment à l'affiche de Bungalow 21 de Eric Emmanuel Schmitt, dans une mise en scène de Jérémy Lippmann au Théâtre de la Madeleine, notamment aux côtés des Sœurs Seigné, mais aussi le 16 octobre prochain dans Destin de femme, une lecture féministe tirée du livre de Valérie Pérez-Henouchi au Théâtre du Rond-Point à Paris, sans oublier un nouveau livre à sortir tout bientôt. Quel programme! Bienvenue dans cet excellent Michael Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Il fait partie de ces érudits infatigables qui nous éclairent sur des trésors oubliés de notre histoire. Bruno Fuligny est notamment conseiller chargé des discours de l'histoire, de la mémoire et du patrimoine auprès de Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. Mais il ne s'arrête pas là. Il publie aux éditions Grund le 12 octobre prochain un atlas secret du renseignement en partenariat avec le Bureau des légendes. Sans oublier que vous revenez aujourd'hui des rendez-vous de l'histoire de Blois ou des passages d'un manuscrit inédit, les confessions de Madame 100 kilos, paru chez Jean-Claude Lattès, on va y arriver, ont été lus, et cela grâce à vous. Bienvenue sur Sud Radio, Bruno Fuligny. Et bonsoir. C'est excellent. Bienvenue chez vous, chers auditeurs. Alors messieurs, une fois n'est pas coutume dans cette émission, avant d'aborder vos actualités et vos parcours dans cet excellent, ce soir on va évoquer forcément l'actualité, la guerre en cours en Israël à l'instant, où nous parlons contre les terroristes du Hamas. Je vais commencer tout simplement par vous demander vos réactions à tous les deux. Michael Cohen. C'est compliqué, c'est même très difficile de venir parler après d'autres choses et tout ça, mais bon voilà, la vie continue ici. Non, j'ai une pensée pour les familles qui n'ont toujours pas de nouvelles de leurs enfants enlevés, et c'est surtout à eux que je pense ce soir. Bien sûr. Et vous, Bruno Fuligny, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est la preuve que nous vivons une époque où l'histoire est loin d'être arrêtée. L'histoire se fait au jour le jour. On a assisté à des craquements très importants ces derniers mois, que ce soit en Ukraine, récemment le Haut-Karabakh. Aujourd'hui, c'est un épisode nouveau, mais aussi un nouveau type d'attaque qui a été peu ou pas anticipé par les services de renseignement. Ce qui doit nous interroger, c'est une nouvelle façon de combiner, je dirais, discipline militaire et action terroriste. Donc là aussi, ça rebat les cartes. Et donc, on a vu aussi des images très choquantes. Est-ce que ce sont des images qui ont été sciemment diffusées ? Il y a la dimension psychologique, de propagande, de terreur. Autant de questions qui nous montrent que, au fond, l'action violente n'est plus forcément une action clandestine ou une action secrète aujourd'hui. C'est vraiment un bon résumé de ce que nous vivons aujourd'hui du point de vue des conflits entre États. Il n'y a plus vraiment de conflits entre États classiques façon Seconde Guerre mondiale. En revanche, par toutes sortes de groupes armés, de groupes informels, de troupes irrégulières, eh bien, les affrontements sont d'une extrême violence et on peut s'inquiéter pour l'avenir. Et alors vous qui êtes un spécialiste, Bruno Fuligny, des services secrets, je rappelle votre atlas secret du renseignement à sortir tout bientôt chez Grund, on va y revenir tout à l'heure. Comment est-ce qu'un service de renseignement intérieur tel que le Shin Bet en Israël a pu laisser passer ça ? Il y en a qui disent que c'est une faillite totale du renseignement israélien. Il est certain que les services israéliens vont être sur la sellette. Alors après, est-ce qu'ils n'ont rien vu ou est-ce que il n'y a pas eu, on n'a pas pris au sérieux un certain nombre de signes. Vous savez, parfois c'est aussi l'autorité politique qui sous-estime des informations. On sait aujourd'hui, par exemple, que les services de renseignement français pendant les années 30 n'ont pas arrêté d'alerter les politiques sur ce qu'était Hitler, le NSDAP. Et puis bon, on a sous-estimer la menace. Donc là-dessus, il est beaucoup trop tôt pour avoir un avis. Ce qui est certain, c'est que cette attaque a été d'un type nouveau et clairement n'a pas été anticipée. Bien sûr. Michael Cohen, vous qui êtes artiste, mais français aussi et d'origine juive, est-ce que vous avez peur de l'importation de ce conflit en France ? Comment vous le vivez, cette situation ? Déjà, pour l'instant, je ne pense pas du tout à ça, même si je suis pas naïf. Je sais que ça peut arriver, mais je pense vraiment à ceux qui le vivent sur place. Je m'intéresse pas du tout à savoir s'il fallait allumer la Tour Eiffel en bleu, en noir, ou si tel homme politique aurait dû dire ça ou ça. Je trouve ça indécent de polémiquer là un dimanche, le lendemain de tout ça, où on vit encore, on se réveille à peine d'un cauchemar éveillé et qui continue, qui est loin d'être fini. Donc l'importation
Voilà, si certains veulent récupérer ça pour créer d'autres tensions inutiles en France, ben voilà, on devra faire face à ça. Je fais confiance à nos concitoyens pour pas le faire. Voilà. Oui, bien sûr. Finalement, Bruno Fulini, ce que vous nous dites, c'est que c'est un nouveau monde qui nous fait face aujourd'hui, hein, un nouveau monde avec des nouveaux pôles de pouvoir aussi, hein, quand on voit ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, et puis ça s'importe plus loin, hein, il y a la Chine, enfin tous les conflits dont on entend parler actuellement, on se demande, on est en mesure de se demander ce qui peut se passer ensuite et qu'est-ce que ça va être ce nouveau monde. Est-ce qu'on en a une vision potentielle ? Alors je ne suis pas prophète ni devin et personne ne l'est. L'intérêt des services de renseignement, c'est d'essayer d'anticiper les choses, de bâtir des scénarios, mais on est souvent surpris. Qui avait vraiment anticipé le 11 septembre, par exemple? C'est-à-dire que il y a des conflits qui sont très anciens, voire totalement archaïques, mais les moyens d'action, les moyens de porter le fer, de combattre, de tuer, eux sont en train de changer. Non seulement, je dirais, sur le terrain, avec les drones, avec de nouveaux types d'équipements, l'utilisation à des fins militaires d'objets civils, voire de loisirs, type ULM par exemple, bon, ce genre de choses-là, mais aussi toute la dimension à la fois, bien sûr, cyber, toute la dimension propagande, action psychologique, tout ça est en train d'évoluer et d'évoluer extrêmement vite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à discerner ce qui relève, je dirais, d'une initiative incontrôlée, incontrôlable, d'une initiative étatique, réfléchie, avec un commandement, avec un ordre politique qui est donné. Et c'est ça qui fait peur, parce que la conséquence, c'est qu'au fond, il n'y a plus de droit de la guerre. Bien sûr. Si les États s'affrontent par troupes irrégulières, groupes, milices incontrôlées ou faussement incontrôlées. C'est plus une guerre franche, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Non seulement il n'y a plus de guerre franche, mais il n'y a plus les garanties minimales, par exemple sur les prisonniers. Bon, il y avait quand même eu un effort, d'abord à la fin du 19e siècle avec l'arbitrage, au 20e siècle avec la Société des Nations, puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de créer une communauté internationale organisée, pour prévoir des forums, pour prévoir un minimum de règles en matière de guerre et de traitement des populations civiles et de traitement des prisonniers. Tout ça, on a l'impression qu'il y en a plus en éclat. Voilà, exactement. En tout cas, le fameux monde d'après dont on nous parle souvent, il n'est pas près d'arriver. Et depuis que je suis enfant, jeune, j'ai l'impression de ne vivre que des conflits dans le monde, ou en France, ou des attentats, ou des pandémies, et je vois pas à quel moment on tire vraiment des leçons du passé, et j'ai l'impression qu'on se répète inlassablement et qu'on est encore étonné de ce qui se passe, et bizarrement qu'on n'anticipe pas assez ces événements alors qu'on les a déjà vécus, entendus, ressentis, et je comprends pas. Bon. Ouais. Bruno Fulini, tirer les leçons du passé, vous travaillez beaucoup sur notre passé, justement. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous le faites, pour qu'il finisse par nous marquer finalement ce passé, et qu'on en tire conséquence? Bien sûr, nous sommes les héritiers d'un passé, mais d'un passé qui se réinvente, qui est vivant. C'est-à-dire que ce qui se produit aujourd'hui, c'est la continuation par d'autres moyens, bien de mouvements de fond et parfois de rivalités qui sont très anciennes. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est de voir comment, que ce soit en Europe de l'Est, dans le Caucase, au Proche-Orient, comment des conflits qui ont 100 ans, 500 ans, 1000 ans, tout à coup vont s'emparer de techniques complètement nouvelles pour se prolonger et pour devenir encore plus, encore plus meurtriers aussi. C'est propre à l'histoire de l'humanité, finalement. On est en conflit depuis la création, j'ai envie de dire. Bien sûr. Alors l'histoire de l'humanité nous donne aussi des fois des raisons d'espérer, c'est-à-dire qu'elle nous montre aussi comment parfois des gens un peu sensés réussissent à réunir des belligérants autour d'une table et à discuter et à aboutir à un accord. Mais ça n'est possible que si on a des belligérants eux-mêmes un tout petit peu rationnels et un tout petit peu organisés. Oui, parce que Michael Cohen, finalement, le problème en particulier dans ce conflit-là, c'est qu'on a des fanatiques en face. Donc
On n'a pas d'endroit où se positionner finalement, parce que de toute façon, le cycle, il est trop engagé. Il y a du lavage de cerveau aussi, il y a de la souffrance certainement, il y a beaucoup de choses, mais j'ai l'impression, encore une fois, moi ce conflit par exemple israélo-palestinien, je l'entends depuis que je suis enfant, Bien et sûr. rien n'a évolué. Je trouve ça dingue de me réveiller encore un matin et de voir ces atrocités-là comme si c'était normal. Et bon, peut-être il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans, mais je n'arrive pas à croire. Je me pince encore pour me dire, mais je le vis encore, je le vois encore, je le subis encore. Ça me paraît dingue. Surtout, encore une fois, après tout ce qu'on a vécu ces dernières années, et puis encore dernièrement la guerre en Ukraine, et puis on a l'impression qu'une nouvelle vie est sur le point d'arriver. Et on la sent, on la pressent, on l'attend, et puis non. Ça vous touche personnellement, ça, Michael Cohen? Tout, oui, bien sûr, ça me touche, mais ça nous touche tous. Ça nous touche tous, bien sûr. Ouais, bien sûr. Finalement, les polémiques vides dont vous parliez tout à l'heure, quand même, je voudrais dire 2 mots sur la réaction des membres. Alors, je sais que Bruno Fulini, ici présent, a un droit de réserve et il peut pas s'exprimer là-dessus, mais Michael Cohen, quand même, la réaction des membres des partis LFI ou du NPL, nouveau parti anticapitaliste, qui condamnent pas le Hamas, qui le soutiennent face à ce qu'ils appellent le colonisateur israélien. On est un peu dans l'apologie du terrorisme. Est-ce que vous pensez que ça peut emmener des mouvements de foule? Est-ce que ça vous inquiète, ça, vous? Non, encore une fois, non. Vous faites confiance aux citoyens français? Oui, et puis ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment des phrases, c'est vraiment des polémiques politiques. On a l'impression qu'ils n'attendent que ça pour pouvoir exister. Et je trouve que d'en parler, on nourrit une bête qui n'a aucun intérêt. Et voilà, et puis on va répondre à leurs réponses. Ça détourne aussi ça détourne complètement le sujet. Imaginez, donc les familles israéliennes qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, de savoir ce que pense Mélenchon ou ce que dit Mélenchon, est-ce qu'a répondu Borne, etc. Et nous, ce qu'on va dire là ce soir à Sud Radio par rapport à ce qu'on dit, mais je trouve ça très indécent. Après, on peut chacun avoir un avis, mais il n'a aucun intérêt pour l'instant, je trouve. Parlons vrai sur Sud Radio dans cet excellent ce soir avec vous, le comédien, metteur en scène et écrivain Michael Cohen, et lycéiste, conseiller de Yael Braun-Pivet, entre autres, mais surtout écrivain aussi, Bruno Fulini. Vous restez avec nous sur Sud Radio, on a parlé d'actu, maintenant on va parler un peu de culture. À tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs. C'est excellent avec l'écrivain, acteur et metteur en scène Michael Cohen et le conseiller à l'Assemblée nationale, mais pas que, surtout écrivain et essayiste Bruno Fulini. Alors messieurs, on a parlé de l'actualité, maintenant on va passer à un autre sujet, les actualités, vos actualités respectives. Michael Cohen, on commence avec vous. Alors vous êtes à l'affiche en ce moment de Bungalow 21. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, l'affiche va s'afficher. C'est logique en même temps. Et c'est une pièce de Éric Emmanuel Schmitt qui est mise en scène par Jérémy Lippmann au Théâtre de la Madeleine, notamment aux côtés de Emmanuel et Mathilde Seigné qui jouent respectivement Simone Signoret et Marilyn Monroe. Et vous êtes Yves Montand. Et puis il y a Vincent Winterhalter, merci, qui joue Arthur Miller. Alors interpréter Yves Montand, je sais que pour vous ça a du sens, que c'est un peu un rêve parce que il fait partie de votre enfance, Yves Montand, à part entière, j'ai envie de dire. Oui, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Non, j'ai jamais. Je me suis jamais dit que j'allais jouer un jour Yves Montand en fait. Non, mais c'est un personnage et un artiste que j'aime depuis toujours. Ouais. Où effectivement j'étais nourri par exemple de César et Rosalie. C'est un film que je regarde pratiquement tous les ans. Et puis ses chansons, et puis ses engagements, et puis sa vie tout simplement, son parcours. Et jamais j'aurais imaginé jouer Yves Montand, comme jamais j'aurais imaginé jouer un jour Jacques Chirac. Mais bon, voilà, c'est l'avantage de mon métier, c'est de vivre des choses extraordinaires. Mais en tout cas, quand j'ai reçu la pièce de théâtre et que j'ai lu cette pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, j'ai adoré ce personnage. Il me faisait penser beaucoup au César, de César et Rosalie, avec toute sa complexité, toute sa mauvaise foi, ses colères, sa tendresse, son côté enfantin, et puis son côté très amoureux, et puis sa drôlerie, et j'ai eu immédiatement envie de faire ce rôle, et j'ai été chercher le rôle. J'ai fait plusieurs lectures, auditions, avec Jérémy Lippmann et Mathilde Seigné, et après Mathilde Emmanuel, et puis, mais quand j'ai lu la pièce, je savais que c'était pour moi, je savais que... Vous le vouliez, quoi. Oui, et
des choses très étranges que j'avais jamais fait avant, c'est que quand j'ai eu la pièce, avant de savoir que j'étais choisi, donc un mois plus tard, j'ai commencé à la travailler. C'est-à-dire que quand on m'a dit c'est toi quel rôle, j'avais déjà tout, j'étais prêt, quoi. Et donc, comment vous l'avez bossé alors? Parce que c'est quand même un personnage très emblématique, hein, c'est pas n'importe qui, Yves Montand. Comment est-ce qu'on rentre dans la peau de Yves Montand? Est-ce qu'on rentre dans la peau déjà? Oui, on essaye de trouver un lien, un tunnel entre lui et moi, enfin voilà, entre lui et soi. Et j'ai travaillé beaucoup la nuit, j'aime bien travailler la nuit, donc j'essaye de faire appel aux fantômes comme ça, des esprits. Parfois j'allais place Dauphine, j'essaye de voir si on m'envoyait des signes comme ça. Pourquoi place Dauphine? Parce qu'ils ont vécu place Dauphine avec Signoret pendant 40 ans dans un appartement qui s'appelait La Roulotte. Et puis après, bien sûr que j'ai regardé, revu plein de choses, des documentaires, ces spectacles, ces films, ces chansons. Vous avez mimé la gestuelle aussi? Oui, mais alors je ne voulais pas l'imiter, je ne voulais pas le singer, je voulais retranscrire son énergie. Et encore une fois, faire moitié-moitié avec la mienne. Je voulais qu'on avance main dans la main, lui et moi. Et je crois que c'est ce qui se passe sur scène. Et donc voilà. Mais j'ai travaillé effectivement. J'ai mangé, j'ai dormi, j'ai respiré du Montand pendant 4 mois, 5 mois, tellement que c'est très naturel maintenant pour moi. Et puis voilà, et puis travailler les situations, enfin ce que ça raconte, ça raconte quand même un homme qui part à Hollywood, un fils de paysan italien qui a fui le fascisme, qui est arrivé à Marseille et qui a rêvé de s'en sortir à travers le cinéma, le musical, la danse, le chant, un autodidacte qui savait faire absolument rien de tout ça. Et bref, et un jour, après quand même avoir eu quelques succès en France, même beaucoup de succès en France, il était très connu, il est engagé pour aller jouer avec Marilyn Monroe, la plus grande star du monde, à Hollywood. Donc moi j'adore ça, ce petit... Puis on connaît tous l'histoire. Hein, ce petit fils de paysan comme ça, et puis il débarque avec sa femme qu'il aime, mais vraiment, il n'y a aucune zone d'ombre. Donc Simone Signoret, qui elle a tourné un film qui est nommé aux Oscars, et elle risque d'avoir l'Oscar, et elle va avoir l'Oscar. Donc ils sont au firmament de leur amour, de leur art, de leur travail. Ils peuvent pas aller plus haut. Alors souvent, quand on est très haut, on ne peut que redescendre. Et c'est ce qui va se passer, parce que le film, ça va être que des problèmes avec Marilyn. Et puis il va y avoir une grève à Hollywood comme il y a eu en ce moment, donc qui va stopper le tournage. Donc les conjoints respectifs, Arthur Miller et Signoret, vont devoir partir et laisser ces deux animaux là dans un hôtel à 2 bungalows. Donc il y a qu'un paillasson qui les sépare. Et voilà, il va se passer ce qui va se passer. Ça va être un événement mondial, c'est-à-dire que c'était vraiment les premières paparazzades mondiales comme ça. Donc Simone Signoret va la prendre dans un journal en Italie, ça va la dévaster. Et voilà, et puis leur couple va quand même perdurer malgré ça et tout. Et bon, voilà, la pièce raconte tout ça. Ça a été initié par Benjamin Castaldi, qui est le petit-fils de Signoret et de Montand. Donc il y a beaucoup de choses véridiques qui sont vraiment passées dans ce bungalow à ce moment-là. Donc c'est un peu aussi une pièce historique, et c'est ça qui est intéressant. Il y a une dernière partie qui est un peu inventée, romancée par Eric Emmanuel Schmitt, mais toute la première partie est vraiment des répliques qui se sont envoyées, des situations qui a vraiment lieu. On est comme une petite souris, on est dans comme une petite souris dans ce bungalow avec ces 4 icônes, voilà. Donc bon. Ouais. Et alors en plus vous travaillez avec les sœurs Seigné, je crois que c'est la première fois qu'elles sont sur scène. C'est la première fois qu'elles jouent ensemble au cinéma ou sur scène, n'importe où. Qu'est-ce que ça donne, ça, alors? Eh ben, c'est très étrange, mais c'est tellement Emmanuel, simple. Elle joue Marilyn. Emmanuel joue Marilyn, voilà. Et Mathilde joue Signoret. Ouais. Et alors, déjà, elles ont pas de problème d'ego d'actrice entre elles, et puis surtout, elles ont pas de problème. Enfin, moi, si je jouais, mes frères sont pas acteurs, mais si je jouais avec mes frères, on passerait notre temps à s'engueuler ou à se prendre la tête. Et en fait, elles ont une complicité, un amour mutuel, une tendresse, et elles se portent l'une l'autre. Elles sont, c'est un bonheur. On s'est dit ça hier. Hier, on a joué. Le samedi, on joue 2 fois, et à la fin de la représentation, on a bu un petit verre tous ensemble dans la loge. Là, et on s'est dit, mais quelle chance on a de. Et c'est vrai, moi, j'ai rarement, et Mathilde disait pareil, j'ai rarement vécu une pièce de théâtre
où tout le monde est si bienveillant et où il y a eu aucun problème entre nous, aucun, même pendant les répétitions, même après la première, tout ça. Voilà, on est heureux d'être ensemble et on est très heureux de jouer vivre cette pièce. Ouais, c'est ça. Alors vous êtes aussi à l'affiche le 16 octobre prochain de Destin de femme. C'est une lecture féministe qui est tirée du livre de Valérie Pérez-Ounouchi, qui sera au Théâtre du Rond-Point à Paris, qui est mise en scène aussi par Jérémy Lippmann avec un très très beau casting. Alors il y aura notamment Emmanuel Béard, mais il y a aussi Marie Gillin, on a Fanny Cotenson, il y a Stéphane de Groot, Axel Lafont, Christophe Alévèque, Nicoletta, Oxmo Puccino, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous appliquer dans un spectacle qui promeut les droits des femmes et le féminisme? Alors attention, en collaboration avec les hommes. Je crois que c'est très important ça. Tout simplement parce que les textes qu'on va lire sont absolument magnifiques. Et c'est des textes de femmes qui subissent beaucoup de choses, dont leur simple fait d'être une femme, et parfois dans des pays très pauvres, etc. Mais les textes sont d'une grande dignité, d'une grande force, d'une grande puissance. Ils sont universels et je trouve ça, moi on peut me demander et donner votre voix à une femme, ça a du sens aussi. Oui, bien sûr. Moi, ça, ce genre de choses, on peut me le demander tous les jours, je le ferai avec plaisir et tant qu'on peut rajouter des petites graines comme ça dans la tête des gens, dans l'esprit, dans l'air même, on le fait, voilà. Bien sûr. Bon. Bruno Funini, comment est-ce que vous voyez le rôle des hommes justement dans la promotion de cette égalité des sexes? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on leur redonne un rôle justement, parce qu'on entend beaucoup les féministes un peu radicales en ce moment. Le but est de recréer le lien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait surtout éviter que le féminisme devienne la guerre des sexes. Si on regarde dans notre histoire, il y a eu bien sûr des femmes, mais aussi des hommes qui ont milité pour que les femmes aient des droits, y compris des droits politiques. Il y a quelques années, je m'étais penché sur les débats. En 1919, on l'a complètement oublié, mais les députés dans une chambre qui était à 100% masculine ont voté en faveur du droit de vote des femmes et même de l'éligibilité. Ça a été bloqué par le Sénat. Ça arrivait beaucoup plus tard. Mais il y a eu une majorité, et à 6 reprises sous la Troisième République, comme cela, on est arrivé à cela. On l'a complètement oublié, mais en 1936, dans la Chambre du Front Populaire, des communistes aux royalistes, à l'unanimité, on vote pour. Alors certains, très sincèrement, d'autres en se disant, bon, les sénateurs vont faire le sale boulot et vont bloquer la réforme. N'empêche que c'est voté à l'unanimité et c'est bloqué. Et c'est pour ça qu'il y aura une ordonnance du général de Gaulle après la guerre, parce que ça n'a pas, comme dans d'autres pays, franchi la navette, si je puis dire. Mais c'est intéressant de voir que sur ce combat, il y a eu des femmes et des hommes. Si je fais un parallèle, je dirais, il faudrait pas dire que, je sais pas moi, l'abolition de l'esclavage, ça a été uniquement des hommes de couleur qui ont combattu. Il y a eu, vous savez, moi je crois beaucoup à l'universalité des droits de la personne humaine, et hommes, femmes, quelle que soit notre histoire, je veux dire, si on veut que ces droits soient des réalités, il faut se battre sans se poser des questions d'ordre génétique. Très bien. Eh bien, c'est excellent sur Sud Radio ce soir. Et vous le savez, chers auditeurs, on revient tout de suite avec le comédien, réalisateur, écrivain Michael Cohen et le haut fonctionnaire qui écrit. Attention, Bruno Fulini, restez avec nous tout de suite. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h. Ce soir avec Michael Cohen, comédien, metteur en scène et écrivain, et Bruno Fulini, notamment conseiller chargé des discours de l'histoire et de la mémoire et du patrimoine à l'Assemblée nationale, mais aussi, et je crois avant tout, écrivain. Bruno Fulini, sans oublier la liste impressionnante de vos parutions, il y a votre atlas Secret du renseignement qui sort le 12 octobre chez Grund. C'est un beau bébé, un domaine de, c'est vraiment sur le mystère, le secret. C'est un domaine très mystérieux, tout ça, que vous rendez accessible au grand public malgré l'omerta quand même. Alors comment vous y arrivez ? C'est tout le pari du livre, c'est à travers des infographies, des cartes, essayer de rendre visible ce qui normalement ne l'est pas, c'est-à-dire l'univers complètement opaque et mystérieux du renseignement. Opaque d'abord parce que c'est l'univers du secret et du cloisonnement, mystérieux parce que dans la tête de tout le monde se mélangent des informations à peu près solides, et puis tout ce qu'on a pu glaner dans la fiction, y compris des choses complètement fantaisistes. Évidemment, on connaît tous James Bond. James Bond est le pire espion au monde.
le type qui donne son nom, qui se fait remarquer. Bon, voilà. Il y a un ancien patron du Mossad, Isser Harel, qui avait dit que jamais il n'emploierait un aventurier de ce genre dans son service parce que ce serait une catastrophe et qu'il serait obligé de le quitter au plus vite. Qu'est-ce que c'est la définition d'un bon espion, Bruno Fulini? Alors j'ai rencontré de bons espions, ce sont de parfaits inconnus, c'est-à-dire des gens qui ne se sont jamais fait prendre et que franchement on ne remarque pas. Des gens discrets qui m'ont expliqué que la meilleure façon par exemple de mener une mission dans une rue, c'est d'attendre un autobus. Si vous êtes assis ou debout à un arrêt de bus, personne ne fait attention à vous, quoi que vous fassiez. C'est bon à savoir, merci pour le tuyau. Donc regardez autour de vous quand vous prenez le bus, il peut y avoir un excellent espion. Et au cinéma, le meilleur espion? On peut dire, alors moi je parlerai plutôt d'une série. Effectivement, l'Atlas est fait en partenariat avec le Bureau des légendes, parce que là on a une série qui rompt avec toute la présentation un petit peu fantaisiste pour montrer à quoi ressemble effectivement. Elle est vraiment réaliste. Oui, elle est réaliste. Elle est réaliste. Bien sûr, l'histoire elle-même, heureusement, est une fiction. Je dirais que c'est l'hypothèse haute des manquements à la sécurité au sein d'un service de renseignement. En revanche, tout ce qui est montré dans la formation, dans les lieux, les locaux, les techniques, le vocabulaire, tout ça s'inspire effectivement assez directement d'une réalité qui d'ailleurs est validée par des pros ou d'anciens pros de ces services. Tout ça s'appuie sur une documentation importante. Et précise, Voilà, exactement. Mais l'idée avec le Bureau des légendes et les éditions Grune, ça a été de se dire, voyons, imaginons que ces agents aient besoin d'un manuel de formation, à quoi ça ressemblerait. Et c'est ce livre-là. Donc des organigrammes, des cartes. Alors, oui, c'est très bien fait, c'est très ludique. J'en montre pour ceux qui nous voient sur YouTube, mais c'est avec beaucoup de schémas et c'est avec peu de texte finalement, mais des choses assez précises qui permettent. On peut réussir l'examen d'entrée là, si on lit le livre. Exactement. Mais il y a vraiment un Vous voulez rentrer à la DGSE? Mais ça m'intéresse. Oui. Alors il y a plein de façons d'entrer dans les services de renseignement, mais la meilleure voie, c'est effectivement, ça paraît pas très glamour. Là, on est très loin de James Bond, mais les concours administratifs. Si vous regardez, la DGSE a un site internet avec la liste des postes à pourvoir et vous pouvez présenter votre candidature, tout à fait. Et est-ce que c'est vrai cette légende qui dit que parfois on peut être approché dans la vie de tous les jours par des gens qui vont vous recruter, comme un civil, mais travaillant pour la DGSE? Alors ça dépend. Tous les services de renseignement et donc tous les officiers de renseignement, ceux dont c'est le métier, qui ont été formés, qui sont des fonctionnaires travaillant pour un service, eh bien évidemment cherche ce qu'on appelle des agents. Et l'agent, c'est pas du tout glamour, c'est quelqu'un qu'on va manipuler, c'est quelqu'un qu'on va tenir d'une manière ou d'une autre, soit par de l'argent, soit en le faisant chanter, soit en jouant sur ses motivations profondes, l'ego, donc c'est un métier que vous déconseilleriez ou pas? Alors, vendu comme ça, on n'a pas envie là, c'est sûr. Bruno Fulini. Disons que il vaut mieux éviter d'être un agent manipulé, parce que vous êtes dans la main de quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas agréable. Et puis il y a toujours un moment où vous avez franchi un point de non-retour. Donc si vraiment vous voulez travailler dans les services de renseignement, il vaut mieux être officier de renseignement, ou alors, ce qui est beaucoup plus chic, vous êtes honorable correspondant, c'est-à-dire quelqu'un qui, de façon désintéressée, par patriotisme, donne parfois un coup de main dans son domaine de compétences au service de son propre pays. Comment vous avez eu toutes ces infos? En fait, toutes ces infos, d'un certain point de vue, sont accessibles, mais de façon totalement dispersée, mélangée. Et comme me l'a dit un vieux de la vieille, un ancien des services, qui est un bonhomme extrêmement avisé, m'a dit, vous savez, réunir des sources ouvertes en un seul document, c'est déjà faire du renseignement. Voilà ce que j'ai fait. Donc vous faites du renseignement, Bruno Fulini. Michael Cohen, vous aviez une question. Non, vous disiez, il faut mieux pas être manipulé, mais on a l'impression, quand on lit le Bureau des légendes et puis d'autres ouvrages, etc., on a l'impression que vous êtes, depuis le départ. Ils sont tous manipulés à un certain niveau, à chaque échelon, voilà. C'est même ça sur les chefs, quoi. C'est ça qui est fascinant, bien sûr, alors qui est très très bien pour le cinéma, les séries, le théâtre aussi, mais qu'il faut savoir, c'est que c'est un univers de faux semblants, c'est un univers dans lequel tout est un petit peu à double tranchant, c'est un univers compliqué. Autant, ma foi, quand on est policier à la poursuite du crime, il peut y avoir des indices, mais enfin, la zone grise est relativement étroite. Dans le monde du renseignement, tout le monde espionne tout le monde. Par exemple, il n'y a pas d'alliance. Deux pays qui militairement
régulièrement sont alliés pour être sûr, pour s'espionner quand même, pour être sûr que on n'a pas misé sur, bons alliés, exactement, que l'allié est solide à tout point de vue. Ouais. Et alors, justement, vous avez un autre projet qui reste un peu dans le même univers. C'est Madame 100 kilos que vous avez fait éditer chez Grund aussi. Et c'est le fruit d'un travail méticuleux autour d'un manuscrit qui a été acquis, alors vous m'arrêtez si je me trompe, auprès d'un collectionneur. Et ça nous transporte dans l'univers intrigant aussi d'une époque révolue où les espionnes et les criminels se côtoyaient dans l'ombre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien résumé? Quasiment. En fait, juste c'est aux éditions Lattès. Mais pardon, j'ai mélangé les deux. Voilà. Oui. Mais sinon, effectivement, il s'agit d'une drôle de femme, Madame 100 kilos. Alors, c'est un surnom, évidemment. On est à la belle époque. Donc pour une femme, être bien en chair, c'était plutôt valorisant à l'époque. C'est une Parisienne, un peu truculente, qui s'est beaucoup enrichie par toutes sortes d'escroqueries. Elle était un peu cocotte, mais surtout, elle montait des fiançailles, une sorte de marieuse. Elle faisait miroiter à des messieurs qui avaient une particule, des bâtards de la haute aristocratie anglaise avec la perspective d'une dot importante. À l'époque, évidemment, quand on épousait une femme, il y avait une dot qui était versée par les parents, donc il y avait des coureurs de dot, et donc elle montait ce genre de choses. Alors, évidemment, il fallait payer pour être mis en relation avec ces dots potentielles, il fallait faire des cadeaux, des bijoux, des robes. Elle empochait tout, puis bizarrement, au dernier moment, les fiançailles étaient toujours rompues. Bon, et puis à un moment, elle allait un peu loin parce qu'elle avait des rabatteurs, et elle et son amant ont essayé de liquider un rabatteur, et là, il y a eu tentative d'assassinat, elle s'est retrouvée en prison. Et cette femme très maline et très active, en prison, tout à coup, eh bien, s'ennuie. Et comme elle a lu Rousseau dans sa jeunesse, eh bien, elle décide d'écrire elle-même ses propres confessions. Et donc, j'ai trouvé ce manuscrit. Oui, c'était son manuscrit. C'est son manuscrit. Et donc, c'est pas un livre. Vous l'avez trouvé où? En fait, c'était à vendre. Moi, je suis assez attentif à tous les documents qui peuvent passer, soit en salle des ventes, soit dans des catalogues de libraires en chambre, des gens qui vendent un petit peu confidentiellement des livres rares, des manuscrits. Bon, et là, alors, des fois, on trouve des petites choses, vous voyez, une photo, une fiche anthropométrique, une lettre, bon. Mais là, c'était 850 pages, c'était la vie entière d'une femme criminelle de la belle époque. Et en plus, c'est bien écrit. C'est-à-dire qu'au départ, je l'ai acheté. Vous n'avez rien réécrit, vous? Non, enfin, moi, j'ai écrit une introduction, des notes, j'ai travaillé pour essayer de comprendre qui elle était. J'ai retrouvé ses descendants, qui eux-mêmes avaient également des archives. Mais sur le fond, au départ, quand j'ai acheté ce document, je pensais l'utiliser comme un document pour un livre de moi. Sujet de film génial. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est filmique, ça, Michael Cohen. Elle est extraordinaire. Et d'ailleurs, le début de ses mémoires, elle l'a intitulé Scénario, et ça démarre de façon très cinématographique, puisqu'elle décrit sa fuite dans la forêt, juste après la tentative de meurtre. Elle a une maison à Bois-le-Roi, près de la forêt de Fontainebleau. Elle s'enfuit, et on dirait vraiment un scénario, alors qu'elle écrit ça en 1907, que le cinéma en est à ses balbutiements. Et puis après, il y a un superbe flashback, et elle raconte toute sa vie incroyable. C'est une femme qui a pu... Et comment ça se fait, à votre avis, qu'elle n'a jamais été publiée, et que vous avez retrouvé ça dans un coin poussiéreux, si je puis dire, ou republiée? Elle a été publiée déjà une première fois. Non, c'est des manuscrits en fait, écrits ou pas, à la main? C'est vraiment un manuscrit, donc elle rédige ça à la main dans sa cellule. À l'époque, en prison, dans sa cellule, elle a l'espoir que ce soit publié dans un journal à l'époque, parce que son affaire a fait un peu de scandale à ce moment-là. Mais comme c'est vraiment des confessions, comme elle raconte vraiment tout, mais tout, quoi. Il y avait trop de monde dedans, a priori. C'est pas ça, mais c'est trop intime, c'est trop scandaleux, c'est impubliable en 1907. Oui, parce que j'ai vérifié, par exemple, elle dit à un moment que sa famille, elle a eu une éducation bourgeoise, puis elle a été ruinée parce que son père était inventeur. J'ai regardé, il y a bien des brevets déposés par son père à cette époque-là. Donc, et puis bon, on a des archives policières, judiciaires, il y a la presse de l'époque. Elle n'invente pas. Par contre, elle va raconter des choses extrêmement intimes. Elle va raconter sa nuit de noces ratée, par exemple. Il y a un chapitre entier sur sa nuit de noces ratée. C'est une très belle scène. Magnifique. Sachant que c'est une femme qui va se marier 3 fois, et quand je dis 3 fois, c'est pas successivement. Aussi, oui, parce que c'est pas successivement, elle ne divorce pas. Elle a 3 maris en même temps. Donc pour vous donner une idée. À qui on achète les droits pour le film alors? C'est pas voilà, Bruno Fulini, Michael Cohen, vous avez un projet. Voilà, ça s'appelle Créer le lien. C'est excellent. Quand ça marche comme ça, on est content. Finalement, Michael Cohen, ce genre de sujet, effectivement, comme là je vois que ça vous percute tout de suite, c'est ce genre du sujet qui donne envie de faire partir aussi avec vous, parce que ça vous crée tout de suite des rêves, en fait, des images. C'est comme ça que vous fonctionnez en général quand vous écrivez aussi, ou quand vous
vous tombez sur un sujet, là, comme vous parliez de mon temps tout à l'heure, finalement, vous incarnez, c'est un truc qui vous emporte, quoi. Moi, j'adore partir de la vraie vie, comme on dit, quoi, et de choses parfois insolites et qu'on romance et qu'on exploite. Moi, j'écris aussi, j'ai écrit des pièces de théâtre, des romans. J'ai un 3e roman qui va sortir en février, qui s'appelle L'attraction du désordre. Et bon, c'est des choses inventées, mais quand même très inspiré, quoi. Inspiré de choses que j'ai ou vécues, ou entendues, ou vues, et j'aime bien m'imprégner de tout ça et de me balader. J'écoute très très bien, je retiens très très bien. J'ai pas peur aussi parfois de me lancer dans des histoires où je sais que ça va être très compliqué, mais je vais pouvoir peut-être comprendre quelque chose d'eux. Donc voilà. Mais dès que j'entends une histoire comme celle-là, bon déjà l'espionnage, c'est passionnant. C'est passionnant. J'ai un projet peut-être un jour qui va se faire qui s'appelle GSR, tiré de roman qui s'appelle GSR, où donc pour jouer un espion français comme ça. C'est un peu un rêve. Alors effectivement. C'est peut-être pas le physique de l'emploi parce que c'est peut-être non, parce que peut-être que vous êtes trop beau, c'est ça? Non, mais peut-être que je pompe pas assez dans la masse, mais je vais travailler là-dessus. Je suis sûre que vous allez y arriver. On est bien sur Sud Radio, vous êtes au bon endroit avec nous, chers auditeurs. C'est excellent avec Michael Cohen, acteur et écrivain, et Bruno Fulini, essayiste, écrivain et haut fonctionnaire. On revient tout de suite, restez là. C'est excellent sur Sud Radio et c'est le cas de le dire. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble avec l'acteur qui réalise et qui écrit, Michael Cohen, et le haut fonctionnaire qui écrit lui aussi, Bruno Fulini. Michael Cohen, avant de continuer à échanger, je vous propose de vous écouter un petit peu. C'est toi qui finiras seul. Tout le monde partira un jour ou l'autre. T'as souffert pendant 12 ans, ça te suffit pas? Tu veux remplir pour 12 ans encore? Je suis pas là pour ça se teste pas l'amitié. Je suis pas débile. J'avais juste envie de vous voir et de rigoler un peu. Bah, moi j'avais envie de dormir, tu vois. Bah va te coucher. Faites exactement comme ton pote Léo. T'es incapable de t'engager dans quoi que ce soit. Lui il se marre, il sort, il se crame. Mais bon voilà, ça a le mérite d'être clair. Vous avez besoin de moi, c'est ça? Maison close. Nouvelle saison inédite en exclusivité sur Canal+. Michael Cohen sur Sud Radio. Alors Michael, j'ai choisi 3 extraits. Il y a Une vie à t'attendre, qui est sorti en 2003 de Thierry Cliffat. Il y a L'invitation, qui est sorti en 2016, que vous avez mis en scène. Et puis, il y a Maison close saison 2, qui est sorti il y a quelques années aussi. Alors, je les ai choisis, ces extraits, parce qu'ils reflètent votre savoir-faire, à part le théâtre et l'écriture, évidemment. Dans Une vie à t'attendre, le film, c'est celui qui finalement vous a vraiment révélé au public, aussi au cinéma. Donc, c'est un film important pour vous. Il y a aussi L'invitation que vous avez réalisé et où vous jouez également. Donc, c'est encore un autre sujet. Et puis, il y a Maison close, la série succès de Canal, et on est dans la télé. Donc déjà, je voulais savoir sur les 3 types de jeux, de supports, de manière, parce qu'il y a aussi se mettre en scène dans l'histoire. Est-ce qui vous fait différence, vous, dans votre manière de jouer? Alors moi, à la base, à 13 ans, j'ai eu une révélation. J'ai su que je voulais être comédien. Donc je voulais ni être ni scénariste, ni réalisateur, ni auteur. Je voulais être comédien. Et en fait, dès que j'ai commencé à prendre des cours de théâtre au cours Florent, j'ai vu qu'on était quand même beaucoup à avoir ce même rêve. Et je me suis dit, pourquoi on va venir me chercher moi et pas d'autres? Donc très vite, je me suis mis à écrire et à mettre en place de propositions, mettre en place mes propres projets, etc. Et puis petit à petit, l'écriture s'est mêlée avec mon travail d'acteur et dès que je travaille pas comme comédien, ce qui est quand même ce qu'il y a de plus difficile pour un acteur, c'est d'être dans l'attente. Et ben je me mets à écrire et puis je me mets à réfléchir à un projet. Donc ça me permet de survivre pendant ces moments d'accalmie. Et voilà. Et ça devient des passions aussi, finalement. Et bien sûr. Et puis maintenant, ça fait partie. Vous y avez pris goût, quoi. Oui, ça fait partie de mon travail. Et donc voilà. Et puis donc j'ai écrit des pièces que j'ai mis en scène, dans lesquelles j'ai joué. Et puis après, j'ai réalisé 2 films dans lesquels je joue aussi. Alors justement, sur le fait de se mettre en scène soi-même quand on joue, c'est pas forcément chose aisée. Vous avez quoi? Vous avez un très bon assistant ou vous regardez derrière? Non, c'est pas ça. C'est déjà, comme j'écris les scénarios, je sais exactement de quoi je parle voilà, et d'où partent les personnages, où ils arrivent. Et puis, en fait, c'est assez agréable aussi parfois de ne pas avoir le regard du metteur en scène. Ça permet peut-être de lâcher un peu plus prise. Pour mes partenaires aussi qui jouent avec moi dans mes films, parce qu'ils m'ont pas derrière le combo, donc on est à armes égales. Et non, ça permet justement de se lâcher encore plus.
plus. Et c'est des expériences formidables que j'espère reproduire bientôt. Donc vous avez la télé, le théâtre, le cinéma, l'écriture aussi, et la mise en scène, finalement, que ça soit mise en scène ou réalisation. C'est 5 médiums qui se complètent totalement chez vous et qui sont finalement comme les 5 doigts de votre main, quoi, maintenant, aujourd'hui. Pas mal, c'est ça. C'est ça. Je fais pas de différence, en tout cas. Moi, parce que j'essaye d'être le témoin de ma vie ou de la vie des gens qui m'entourent. J'essaye de raconter quelque chose de notre époque, de quelque manière que ça soit, de quelque support que ça soit. Donc, j'ai toujours envie de raconter des choses. Je suis encore une fois une éponge. Je prends beaucoup et j'arrive à le retranscrire soit dans le jeu. C'est presque nécessaire si on vous écoute. Oui. Parce que sinon, ça serait compliqué de tout garder. Oui. Et puis, ça se sent peut-être pas là, parce qu'aujourd'hui c'est un peu long, mais j'essaye de faire ça aussi avec un peu de légèreté. C'est pas que j'essaye d'apporter il y a souvent une ironie, un peu du désespoir dans ce que j'écris ou dans ce que je fais. Voilà. Vous avez, vous l'avez dit, un nouveau roman qui sort là en février, L'attraction du désordre. Oui. L'attraction du désordre, ça vous résume bien aussi, j'ai envie de dire. C'est parfait. Je me suis trouvé un bon titre. C'est l'histoire en gros d'un homme qui tombe amoureux d'une femme. Tout se passe très très bien. Un jour, elle lui raconte une passion qu'elle a vécue juste avant lui, mais comme ça pour être en toute franchise, honnêteté avec lui. Et puis lui, d'abord, il le reçoit avec beaucoup d'amour et d'empathie. Puis petit à petit, c'est comme un virus, une mauvaise graine qu'elle a mis dans son crâne. Et il commence à nourrir une jalousie rétrospective de plus en plus forte. Et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il va avoir des hypnotiseurs, plein de choses. Il n'arrive pas. Et donc, il décide un jour d'aller voir cet homme-là, cet homme du passé, pour arrêter de le fantasmer. Et quand il va le rencontrer, il va y avoir un coup de foudre amical pour lui. En fait, et puis donc ça va foutre bien sûr le bordel. Voilà, je parle autant C'est du vécu ou pas ? C'est plein de choses vécues en même temps. Mais je parle autant de l'amour entre deux personnes de sexe différents ou du même sexe, et l'amour dans l'amitié et la passion dans tout ça, et aussi de se dire que tous nos ex, je pense que s'ils se retrouvaient ensemble, ils auraient plein de choses. Mais bien sûr, ils ont forcément des points communs, alors qu'on passe souvent notre temps à essayer de les dénigrer. Ouais. Donc ils étaient pas si mal, les ex, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Elles étaient pas si mal. J'aime toutes les femmes qui ont eu qui ont partagé la vie, de m'aimer un peu. Bruno Fulini, vous avez écrit, on l'a dit tout à l'heure aussi, des scénarios de films, puis des pièces de théâtre. Et alors, ce que j'ai remarqué dans toute cette œuvre, c'est qu'il y a la séparation. Alors, c'est avec Pierre Arditi. Il y a La Française doit voter avec Thierry Frémont. Il y a 2 pièces de théâtre, dont par exemple La Valise de Jaurès. En fait, on est sur des thèmes de société ou des thèmes d'histoire en récurrence chez vous. La fiction, pour vous, elle a un vrai rôle dans la création d'un dialogue, en fait, aussi sur les enjeux sociaux, politiques. C'est pour ça que vous le faites ? Un dialogue, et puis aussi un dialogue entre le passé et le présent. Ça aide à comprendre aussi nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Souvent, on a un peu tendance à diffamer un peu nos ancêtres, à leur prêter des choses qui n'étaient pas forcément dans leur tête. Alors moi, à la base, je suis surtout et avant tout historien, mais je me rends bien compte que lorsqu'on publie un ouvrage très savant sur un débat d'il y a 150 ans, 200 ans, on va toucher 1000, 2000 personnes, 3000 personnes, on est très content. Et que lorsqu'on passe par la médiation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la scène ou de l'écran, eh bien, avec les mêmes sources, avec les mêmes documents, avec les mêmes personnages, on va toucher évidemment un public beaucoup plus large qui va être étonné, parce que les gens ont des fois des préventions. Parce que ça devient ludique, en fait, c'est ça, non ? Ça devient, en fait, c'est la vie, c'est vivant. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai jamais ressenti ça, mais beaucoup de gens ressentent l'histoire comme quelque chose d'écrasant, voire d'hostile, de lointain, de poussiéreux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était simple marchand forain. Chaque fois qu'on passait dans une ville, il me disait, là, il y a Napoléon qui est passé, là, il y a Louis XIV qui est venu là. Bon, j'avais l'impression qu'ils étaient à côté de moi, vous voyez. Et donc, enjamber comme ça la barrière du temps, c'est ce que permet l'écriture, bien sûr, et encore plus la magie de la scène, la magie de la caméra. Donc, par exemple, les pièces que vous avez citées, en fait, je suis parti de ce qu'il y a de plus austère au monde, des vieux numéros du journal officiel. Franchement, il n'y a pas de quoi s'amuser. Sauf que si vous les épluchez, vous trouvez des comptes rendus de débats magnifiques avec des gens comme Lamartine, Victor
Victor Hugo, Jaurès, Clémenceau, qui se sont exprimés. Et c'est comme si on avait des enregistrements sonores, tellement leur parole a été recueillie au mot près. Et quand on commence à travailler avec des comédiens, le comédien repère tout de suite la respiration dans la phrase, vous voyez. Et donc voilà, c'est ce genre de choses que j'aime bien faire, c'est faire revivre, au fond, et un petit côté aussi magique, hein, faire revivre comme cela des personnages, des épisodes du passé, et évidemment pas uniquement pour le goût du passé, mais parce que ça répond à des thématiques d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse effectivement de la laïcité, qu'il s'agisse des droits, qu'il s'agisse de la répartition des rôles entre hommes et femmes. Bon, ce sont des débats d'une actualité totale. Et il ne faut pas oublier que ces débats, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents les ont eu aussi à leur manière et dans leur langage. Bien sûr, c'est passionnant tout ça. Est-ce que vous avez un moment précis, Bruno Filini, où vous avez su que vous vouliez devenir justement historien, essayiste, etc. Est-ce que c'est des choses que vous êtes prédestiné ou ça vous est tombé dessus? Comment ça s'est passé ça? En fait, j'ai jamais pris la décision. Je crois que d'aussi loin que je me souvienne, à partir du moment où j'ai su lire, j'ai lu. À partir du moment où j'ai su écrire, j'ai écrit. Alors, je pense que les premiers essais devaient être un peu laborieux et pas forcément publiables. Vous n'avez pas gardé? J'ai beaucoup déménagé, donc je pense qu'il y avait pas mal de pertes. C'est pas plus mal. Vous étiez bon en histoire à l'école? David, bonne note en histoire à l'école. Oui. Et puis très vite, j'aimais bien écrire de façon générale. Ouais. Et pour moi, l'histoire, c'est une analyse, mais c'est aussi un récit. C'est pas simplement des dates, des trucs qu'on apprend par cœur. C'est d'essayer de reconstituer et donc de narrer quelque chose et aussi pour le partager. Et j'ai eu la chance d'avoir des bons profs d'histoire là-dessus aussi qui savaient nous faire revivre tout ça. Je crois qu'on est bon en histoire quand on comprend que c'est l'histoire des êtres humains dont on parle. Ça devient passionnant, effectivement. L'histoire, c'est intéressant quand on nous raconte une histoire. Et je buvais vos paroles sur Montand, parce que c'est vrai que Yves Montand, c'est un personnage historique aujourd'hui. Qui ne connaît pas Yves Montand en France? C'est une époque, c'est une génération, il signifie plein de choses. C'est un parcours aussi qui est très intéressant, à la fois atypique. Avec des contradictions. Et oui, exactement. Le communisme aussi, enfin, toutes sortes de choses. Mais ça fait partie de notre histoire, et c'est bien de le raconter comme une histoire aussi. Alors, il nous reste assez peu de temps, Michael. Je vais quand même vous demander, à vous aussi, Michael Cohen, vous avez dit que vous avez décidé à 13 ans d'être comédien, mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur en particulier qui vous a Non, j'aimais pas la vie dans laquelle j'étais, j'avais besoin d'en vivre d'autres. Ouais. Et il me semblait que j'adorais le cinéma. À 13 ans, j'avais vu déjà tous les films de Truffaut, de Sauter, même de Piala. Enfin bon, voilà, le cinéma me permettait d'aller ailleurs. Donc je me disais peut-être qu'en étant comédien, ça me permettrait de vivre d'autres vies. Et j'ai eu cette illumination, mais un peu comme une personne qui rentre dans les ordres, quoi. Je sais pas d'où ça vient. J'avais personne dans ma famille qui était là-dedans. Et puis c'est une vocation, quoi. Oui, c'est ça. J'ai mis un pas sur une scène du cours Florent, et puis. À 13 ans? Non, bien à 15 ans. À 15 ans. Ah oui, très tôt. Ouais. 2 ans à trouver le chemin. Et puis là, voilà, j'étais chez moi, quoi. Toujours chez moi. Et puis donc, tous les soirs, je suis chez moi sur scène. C'est ça. Voilà, je suis à la maison. Donc finalement, pour faire bien les choses, parce qu'on va quand même parler 2 secondes d'excellence avant de se laisser, il faut être passionné. Hein, c'est un peu le cercle. C'est ce que je souhaite à tout le monde, à tous les enfants en tout cas, à tous les adolescents, c'est de trouver une passion, ça c'est sûr. Oui. Bruno Filini. Une grande espionne, Ida Saint-Elme, qui a écrit ses mémoires à la fin de sa vie et qui a dit qu'elle ne regrettait rien de ce qu'elle n'avait fait. Et elle ajoutait: les passions nous font vivre double. Ah, j'adore. Ça me va très bien, ça aussi. Merci à tous les deux, Michael Cohen, Bruno Filini, d'être venus par ici. Alors, Michael Cohen, je rappelle, vous êtes à l'affiche de Bungalow 21, mise en scène par Jérémy Lippmann au Théâtre de la Madeleine. C'est du mercredi au samedi à 21h. Il y a aussi une matinée le samedi à 16h, attention. Puis vous êtes aussi le 16 octobre prochain dans Destin de femme. Ça sera à 20h au Théâtre du Rond-Point à Paris. Bruno Filini, on vous retrouve aux éditions Grund le 12 octobre prochain avec votre Atlas secret du renseignement. Attention à ne pas rater, hein, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment passionnant. En partenariat avec le Bureau des légendes, et puis sans oublier le manuscrit inédit, Les Confessions de Madame 100 kilos. Ça a l'air pas mal aussi. Et c'est chez Jean-Claude Lattès, je me suis pas trompée cette fois-ci. Ça a été édité grâce à vous. Merci à Quentin Cabanis, votre réalisateur du jour. À Sud Radio, ses équipes. Toutes vos émissions sont sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux. À dimanche prochain, je vous embrasse les copains.